Bonjour, je vous propose une vidéo sur la théorie de l'efficience du marché. D'abord, quelles sont les conditions pour parler d'efficience? D'abord, la rationalité des opérateurs. Je veux dire que, à risque donné, ils vont maximiser leur rendement. Pour un rendement donné, ils vont minimiser leur risque. Deuxième condition, la libre circulation des informations diffusées instantanément à tous les opérateurs. La réaction instantanée des opérateurs dès lors qu'ils ont l'information. La gratuité de l'information. L'absence de coûts de transaction et d'impôts qui sont de nature à annuler les gains. L'atomicité des opérateurs, c'est-à-dire l'impossibilité pour un opérateur d'influencer le marché par son intention d'acheter ou de vendre un grand nombre d'actions. C'est également l'absence de mimétisme entre les opérateurs. La liquidité est aussi une condition d'efficience. Bien, dans l'hypothèse de rationalité des anticipations des investisseurs fondée sur toute l'information pertinente disponible, alors la valeur fondamentale de l'action, issue des approches de valorisation traditionnelles, que sont les approches analogiques, les comparaisons boursières, les comparaisons transactionnelles, les approches intrinsèques, c'est-à-dire le DCF pour les entreprises industrielles et commerciales, ou le DDM pour les institutions financières de type banque ou compagnie d'assurance, et les approches substantielles, c'est-à-dire les approches par la somme des parties ou l'actif net réévalué, eh bien, la valeur fondamentale de l'action est alors reflétée par son cours de bourse. Le cours varie finalement lorsque la valeur fondamentale change suite à la survenance d'une nouvelle information. Alors, quelles sont les formes d'efficience et quels sont les auteurs qui en ont parlé? Alors, le premier à avoir parlé d'efficience, c'est Markowitz, qui, dans son article de 1952 sur la gestion de portefeuille, puis dans son livre de 1959, démontre qu'il est possible de réduire le risque d'un portefeuille par diversification, et pour cela, il fait deux hypothèses. La première, c'est l'efficience des marchés, et la deuxième, c'est la rationalité des investisseurs qu'ils considèrent comme averses au risque. Ça veut dire qu'ils acceptent un accroissement de leur risque sous réserve d'obtenir un rendement plus élevé. Sharpe en 1964 et Lintner en 1965 prolongent les travaux de Markowitz et mettent en évidence qu'un marché efficient ne permet pas de prévoir les prix futurs à partir des prix passés, du fait de la rationalité des investisseurs et de l'intégration de toutes les informations pertinentes dans les prix actuels. En fait, les variations de prix sont uniquement dues à l'apparition d'événements imprévisibles qui conduisent à un ajustement du prix vers sa valeur fondamentale qui a dès lors été modifiée. Fama, en 1970, suppose que les cours sont imprévisibles, car ils évoluent en fonction de la survenance aléatoire d'informations nouvelles. Ces informations nouvelles sont immédiatement exploitées et intégrées dans les cours qui décrivent alors une promenade aléatoire. Alors en fait, il y a trois formes d'efficience informationnelle, selon Fama, qui traduisent la capacité des prix à refléter les informations disponibles. Alors, la première forme, c'est l'efficience faible. Dans ce cas, l'information se limite au cours passé. On est donc sur une information passée qui a été publiée. Deuxième forme d'efficience, l'efficience semi-forte. Alors là, on prend en compte
toute l'information publique sur les fusions, les acquisitions, les annonces de distribution de dividendes, de rachat d'actions, les licenciements, les résultats annuels, etc. Troisième forme d'efficience, efficience forte, où là on prend en compte non seulement l'information publique, mais aussi l'information non publique détenue par des privilégiés qu'on appelle les initiés. Jensen, en 1978, considère que le prix d'un actif intègre toutes les informations le concernant. Aussi, le profit réalisé par l'opérateur ne peut pas excéder les coûts de collecte de l'information et les coûts de transaction. Alors, normalement, il n'y a pas de corrélation des estimations des investisseurs irrationnels et leurs effets se compensent. Maintenant, en cas de corrélation, il y a possibilité pour l'efficience de l'emporter sous l'effet de l'arbitrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les titres sous-évalués sont achetés par les investisseurs rationnels et les titres surévalués sont vendus, si bien que leur prix converge vers leur valeur fondamentale. Alors maintenant, les limites de la théorie de l'efficience. Tout d'abord, la remise en cause de la rationalité des investisseurs et de l'arbitrage. En fait, il y a toujours des conduites irrationnelles suivies par un certain nombre d'opérateurs, si bien que l'impact sur le prix est effectif et que, dans ce contexte, l'arbitrage n'est plus en mesure de faire obstacle à la dérive du cours par rapport à sa valeur fondamentale. Deuxièmement, l'organisation même des marchés limite les possibilités d'arbitrage. On a des mécanismes de fixation de prix différents entre la cotation assistée en continu et le fixing, et puis on a des frictions telles que les coûts de transaction. La conclusion, c'est que l'information circule imparfaitement, qu'on a alors une moindre liquidité du marché, où il est finalement moins aisé et plus coûteux de réaliser des transactions. Alors maintenant, voyons les anomalies de marché et les bulles spéculatives qui constituent des limites à la théorie de l'efficience. Tout d'abord, on a les effets calendaires. Premier effet calendaire, c'est qu'on a tendance à constater la baisse des cours, donc des rendements en décembre, parce que les opérateurs vendent leurs titres pour réaliser des plus-values, et une hausse en janvier, marquée par le retour précipité des opérateurs en bourse. Deuxième effet calendaire, l'effet lundi. On a souvent une baisse des cours le lundi matin, parce que les sociétés diffusent souvent des informations négatives les vendredis en fin de soirée, juste après la clôture du marché, si bien que ces informations ne peuvent être intégrées dans les cours qu'à partir du lundi matin. Troisième effet calendaire, c'est l'effet vacances, ou l'effet pré-vacances, c'est-à-dire la hausse des cours la veille d'un jour férié, pour deux raisons. La première, c'est l'optimisme autour des périodes de congé, et la deuxième, c'est la clôture des positions par les vendeurs à découvert, qui doivent donc racheter, se porter acheteurs, des titres qu'ils ont vendus, et si les achats augmentent, bien naturellement, les prix remontent. Par conséquent, il existe des opportunités de gains pour les opérateurs rationnels, qui se portent donc acheteurs lorsque les cours ont baissé, c'est-à-dire le lundi, et vendeurs le vendredi. Ils peuvent aussi se porter acheteurs fin décembre, lorsque les cours ont baissé, et vendeurs début janvier, lorsque les cours remontent. Alors, autre anomalie de marché, les effets de taille. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une plus forte exposition des sociétés de petite taille au cycle économique.
Par conséquent, il y a une perception par les opérateurs d'un risque supérieur sur les sociétés de petite taille, si bien qu'ils exigent un taux de rendement supérieur, donc une prime de risque plus importante. Et enfin, l'effet météo, c'est-à-dire que l'on constate une plus forte rentabilité des actions les jours d'ensoleillement. Enfin, notons les bulles spéculatives qui sont créées suite à des surréactions collectives aux informations. Alors, on a une euphorie sur certaines valeurs et bien souvent un mimétisme, ce qui conduit à des niveaux de prix extrêmes par rapport aux valeurs fondamentales. La bulle s'entretient jusqu'à ce qu'elle se dégonfle progressivement, dans ce cas on a un atterrissage en douceur, ou qu'elle éclate, ce qui provoque une forte chute des cours, et là on est dans une situation de krach boursier.